la continuité historique est un repère important, fût-il en trompe-l'œil. Le rapport de la personne, de l'individu, à la tradition est lié à son histoire personnelle. La dernière fois, j'ai rapidement évoqué la notion de continuité historique, dans laquelle les mouvements ésotéristes avaient le souci de s'inscrire, parfois par le simple désir de continuité, parfois par l'emploi d'artifices divers, dont les successeurs ne sont pas vraiment responsables, mais plutôt les cibles de ce postulat. Parce que quoi qu'il en soit, la continuité historique est un repère important, fût-il en trompe-l'œil. Ce besoin de continuité, il nous faut nous y revenir pour parler de tradition, avec un grand T, en tant que postulat nécessaire. Et pour traiter ce sujet, il faut à la fois faire un saut dans le temps et une visite aussi dans les âmes individuelles. Et c'est ce que nous allons faire dans cet entretien. À défaut d'une tradition imaginée, remontons à travers le temps pour y déceler non pas une succession formelle, du type d'une transmission de personne à personne, mais une influence. Et si on remonte la continuité d'influence dans l'histoire de l'ésotérisme en Europe, on arrive à Pic de la Mirandole et pas au-delà. Mais par la suite, on peut identifier différentes initiatives qui n'auraient pas vu le jour sans lui, et réciproquement, avec lui, on comprend mieux les initiatives qui furent prises après. Et c'est pourquoi je le prends comme un pivot dans l'histoire de l'ésotérisme occidental. Alors que cherchait cet homme et ses amis? Ils étaient de foi chrétienne et se demandaient cette question, s'il n'y avait pas dans l'Antiquité des traces de Dieu ou des annonces de l'arrivée de Jésus-Christ, mais au sein des civilisations antiques, notamment à travers les cultes à mystère de l'Antiquité. Il pourrait ainsi, s'il trouvait des indices dans ces références-là, établir que la révélation dépassait la tradition catholique et ainsi trouver une théologie première qui soit au-delà du culte seulement judaïque ou chrétien. Donc voilà pour la démarche, voilà pour les questions qu'il pouvait se poser. En d'autres termes, il a cherché à associer des sources différentes pour voir s'il n'y avait pas qu'une seule tradition, et dans sa compréhension, la tradition était naturellement la tradition chrétienne. Et on voit dans les thématiques qu'il a exhumées sensiblement tous les éléments constitutifs de ce que l'ésotérisme véhiculera par la suite. L'hermétisme, la kabbale juive, la magie chaldéenne, etc. Pour lui, il s'agit de points de vue qui sont simplement différents de la même vérité au fond. C'était ça sa perception. Et en cela, on voit déjà les prémices de ce qui deviendra l'ésotérisme institutionnel. Ceci dit, il n'a pas mené ses recherches dans son coin. Il est arrivé à des conclusions, et ces conclusions, il les a partagées avec l'Église catholique romaine. Et l'Église catholique romaine en a contesté certaines de ses conclusions, pas toutes, mais certaines conclusions n'étaient pas du tout orthodoxes, et étaient même considérées comme totalement hérétiques, ou alors fausses, erronées. De son côté, Pic de la Mirandole a préféré conserver toutes ces hypothèses, même si elles étaient qualifiées de hérétiques, non orthodoxes ou erronées. Et ça inaugure le rapport entre l'ésotérisme et la religion chrétienne d'une manière générale. Il y a confrontation et reconnaissance du fait qu'il n'y a pas de compatibilité réelle. Et pour qu'il y ait compatibilité du point de vue de l'ésotérisme, il faut que l'Église cède sur des points sur lesquels elle ne veut pas céder. Donc c'est autorité contre autorité. Mais ce qu'il faut comprendre de l'attitude de l'Église, c'est que pour elle, il n'y a pas un christianisme sous-jacent dans les cultes anciens où il n'y a pas d'ésotérisme au christianisme. Par la suite, l'ésotérisme, à travers notamment ces différents mouvements qui suivirent dans les siècles suivants, s'est transmise la recherche de messages indiquant une continuité d'une tradition ou de la tradition, adoptant la même position que Pic de la Mirandole, dans le fond, sans forcément se référer à ses travaux. Au fur et à mesure du temps, il y a donc l'affirmation d'une tradition qui va donc enjamber la tradition chrétienne. Et cette fois, elle sera posée systématiquement comme concurrente à l'Église catholique qui avait identifié les sources et les thèses proposées par les hérésies ou le syncrétisme de Pic de la Mirandole ainsi que ses erreurs. Ceci étant dit, la question qui nous occupe aujourd'hui est pourquoi le postulat d'une tradition? Alors maintenant qu'on a vu très très rapidement, j'en conviens, l'aspect historique, on va s'interroger plutôt sur le cœur humain, sur l'âme humaine, ce qu'elle recherche.
Le rapport de la personne, de l'individu à la tradition est lié à son histoire personnelle d'une part et sur l'historicité d'une tradition d'autre part. Il doit identifier en cette tradition une racine de ce qu'il est. Ainsi, une tradition dite initiatique ou ésotérique s'inscrit à l'intérieur d'une culture avec laquelle elle entretient un rapport, on l'a vu, un rapport de force, prétendant en receler l'essence ou le sens. Et pour ce faire, la société ésotérique doit communiquer que son histoire plonge dans ses propres racines, plus loin que la culture dans laquelle elle se déploie, tout en restant en lien. Et donc, il faut aller chercher des racines historiques antérieures à cette culture, ce qui explique la référence à des cultes antiques, à des mythologies du bassin méditerranéen notamment, etc. Pour la personne, pour le membre de ces instances ésotériques, il est donc important d'admettre comme un postulat que, en effet, sa société particulière est très ancienne, au moins en intention, voire en filiation, alors qu'on va décréter secrète parce qu'on ne pourra pas les prouver de manière historique avec des documents réels. Mais la notion de tradition, appelant aux racines profondes de la personne, impose un respect qui ne se dément jamais après auprès des membres et donc qui doit être revendiqué de la part de ces organisations. C'est une relation qui est introduite et qui est profonde et tout à fait personnelle, qui est très intime. Maintenant, on revient à l'histoire plus générale. Avec le temps, il y a une sorte de dérive ou une désaffiliation vis-à-vis du christianisme, de l'ensemble de l'ésotérisme, et partant de là, de ses membres. Et c'est là que l'on peut rencontrer un ésotérisme qui s'appuie et fait référence à une tradition dite primordiale, donc qui enjambe le christianisme dans son entièreté. Restent aussi des branches de l'ésotérisme qui conservent une sorte d'héritage chrétien, qui s'inscrivent grosso modo dans les mêmes contradictions ou les mêmes postures que Piec de la Mirandole avait adoptées, mais pour s'en apercevoir, il faut vraiment des années et des années, ou bien potasser Piec de la Mirandole et voir en quoi il avait été accusé d'hérésie. Lorsque la personne poursuit ce sillon-là, en tout cas, son affiliation spirituelle l'éloigne du christianisme institutionnel ou du christianisme justement traditionnel, sans même qu'il ne s'en rende compte. On rejoint le fameux conflit de loyauté auquel je faisais référence la dernière fois. En revanche, si le membre admettait qu'il n'y a pas de filiation historique réelle dans son parcours ésotériste, tout le mythe de la notion de tradition s'effondrerait. Et donc, partant de là, toute la pensée, toute la métaphysique qui est produite n'aurait aucune valeur, aucune force et n'aurait aucune raison d'être poursuivie en quelque sorte. Et ça pourrait en même temps déstabiliser profondément les personnes parce qu'on a vu que c'était un rapport intime qui s'était établi. Et c'est aussi pourquoi il peut y avoir des rapports aussi brutaux, presque instinctifs de répulsion, comme un système de défense intérieure qui se développe chez ces personnes lorsqu'on les confronte avec des faits historiques ou avec l'institution traditionnelle chrétienne justement. Donc on voit ici la fonction, la nécessité de ce postulat dans l'ésotérisme. Ce postulat participe à l'affiliation intérieure de la personne, son adhésion profonde, intime, à ce qui lui sera proposé, notamment le fameux processus initiatique, présenté et accepté comme un contenu de la tradition authentique. Il ressort de ce postulat que la personne a toujours besoin de s'enraciner dans une source qu'elle reconnaît comme étant sa souche, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se déployer. Alors l'ésotérisme propose par ce postulat de la tradition deux possibilités. Celle de la sortie des racines chrétiennes qui ont fait l'Occident, ou bien celle de l'abstraction et la théorisation d'une tradition universelle purement conceptuelle. Nous sommes là dans les profondeurs de nos âmes et aussi dans les spéculations les plus folles. Au même niveau de profondeur dans les âmes humaines est ce besoin aussi de vérité. Et l'ésotérisme ne déroge pas à la règle. Alors parmi les postulats dans lesquels nous avançons, après la distinction nette entre un culte extérieur, une sorte d'exotérisme, et comme on l'a vu aussi la mise en concurrence entre l'autorité morale qu'était l'Église et la tradition que représentait l'ésotérisme, nous allons maintenant, la prochaine fois, aborder la notion de vérité et son accès à la vérité. Rien que ça. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut.